Réduit bien souvent à des victimes passives, mais du Congo au Vietnam en passant par le Maroc, pour ne citer que quelques exemples, les populations autochtones ont parfois résisté très tôt aux puissances occupantes et coloniales. Une série documentaire tisse une histoire subversive des décolonisations et elle oblige, disons-le, les Européens à décentrer quelque peu leur regard. Avec nous pour en parler, Pierre Singara-Velou, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes historien et vous avez co-réalisé avec Karim Isquet et Marc Ball le documentaire intitulé Décoloniser. C'est passé sur Arte. C'est pas trop tard, session de rattrapage, Internet oblige, en replay sur arte.tv jusqu'au 6 mars. Alors vous abordez la période historique de la décolonisation, ou plutôt des décolonisations au pluriel, de façon inédite. Quelle est l'ambition de votre documentaire ? Alors notre première ambition avec les deux réalisateurs, Marc Ball et Karim Isquet, ça a été d'inverser le regard qui est habituellement adopté, notamment dans les manuels scolaires, jusqu'à la fin du XXe siècle au moins, c'est-à-dire une histoire des décolonisations sur un temps très court d'abord. C'est l'ère des indépendances, entre 1940-45 et les années 1960. Donc la première idée, c'était de remonter en amont en expliquant que ce processus de décolonisation débute très tôt, débute dès le 19e siècle parfois. Au fond, la décolonisation commence bien souvent au premier jour de la colonisation. Et puis l'autre idée, c'est d'inverser le regard en adoptant le point de vue des principaux concernés, c'est-à-dire les populations colonisées elles-mêmes, les Asiatiques, les Africains, qui, au fond, ont conquis leur indépendance. Ces indépendances n'ont pas été octroyées, concédées par les peuples européens. Alors qu'on comprenne bien, vous disiez la décolonisation a commencé, en gros, si on résume votre pensée, le premier jour où les colons sont arrivés. Si on prend l'Algérie par exemple, en 1830, ça veut dire quoi ? Alors c'est une formule, évidemment, pour dire que les résistances débutent dès l'intrusion étrangère la plupart du temps. En Algérie, avec la conquête non pas de l'Algérie, mais la prise de la ville d'Alger en 1830, les Français vont se heurter à des résistances très efficaces. D'abord pendant plusieurs décennies, au moins jusqu'en 1870, c'est la grande révolte de Kabylie, et puis ensuite dans les années qui suivent également. De la même façon, prenons l'exemple des Ashantis en Afrique, dans l'actuel Gold Coast, ils vont résister victorieusement pendant tout le 19e siècle face aux Britanniques, et nous retrouvons ce type de résistance, qu'elle soit militaire mais aussi culturelle, face aux colonisateurs pendant toute la période coloniale. Ce qui signifie qu'en fait, la paix coloniale, la paix impériale a été un mythe inventé par les colonisateurs eux-mêmes. Cette histoire est une histoire de révolte, de révolution, de guerre, tout au long du 19e et du 20e siècle. Eh bien, on regarde sans plus attendre un aperçu de votre documentaire Coloniser, décoloniser. La décolonisation fut une déflagration. Un peuple a commencé, les autres ont suivi. Ça a fait le tour du monde. Comment, en 150 ans, les colonisés se sont-ils décolonisés ? Du Vietnam à l'Inde, de l'Afrique à Haïti, archives, films d'amateurs, témoignages. Un grand documentaire raconte les décolonisations. Décolonisation, au pluriel, pour être précis. Tiens, les images aussi, c'est la force, parce que sinon on va oublier, mais sur la forme quand même, c'est un documentaire fleuve avec beaucoup d'images d'archives. C'est ça aussi qui rend votre documentaire très puissant. Comment avez-vous puisé ? Comment vous êtes organisé ? Alors la particularité de cette série documentaire de 3 fois 52 minutes, c'est d'abord le travail des documentalistes qui a été considérable dans différents fonds d'archives publics, privés, aux 4 coins du monde, notamment dans les anciennes colonies, mais aussi dans les anciennes puissances coloniales. Et puis aussi, nous avons décidé d'adopter une forme immersive, c'est-à-dire que les historiennes et les historiens que l'on voit habituellement dans les documentaires historiques n'apparaissent pas. Ouais. Donc le spectateur, le téléspectateur est entraîné au fond dans cette histoire très narrative, mais très rigoureuse scientifiquement également. De Reda Kateb. De Reda Kateb, ouais. Qui, alors vous avez failli dire Kateb Yassine, parce que en effet, c'est le petit-neveu de l'immense écrivain algérien Kateb Yassine, et Reda Kateb est le narrateur, cette voix off qui nous entraîne dans cette histoire de plus de 150 ans. Alors c'est construit en 3 volets, l'apprentissage, la libération et le monde est à nous. Apprentissage de quoi ?
Alors c'est d'abord l'histoire de ces premières interactions, de ces premières rencontres avec les Européens. Nous avons choisi de débuter avec la grande révolte dite des Sipais. 1857. En 1857, en Inde, face aux colonisateurs britanniques, qui est très rapidement considérée comme la première guerre d'indépendance du point de vue des Indiens eux-mêmes, dès la fin du 19e siècle. Donc on voit bien la différence de perspective. Une révolte d'un côté, du point de vue des colonisateurs, et puis la première guerre d'indépendance du côté des Indiens. On voit bien comment l'histoire est instrumentalisée d'un côté comme de l'autre, naturellement. Et il était important pour nous de raconter cette part manquante de cette histoire décolonisation. Et ça va jusqu'à la République du Rif. Et là aussi, c'est intéressant. Elle a été mise sur pied de 1921 à 1926 par Abdelkrim Al-Khattabi, avant d'être écrasée par la France. C'est un épisode, alors là, quasiment pas connu. Alors oui, à l'exception des spécialistes qui ont travaillé sur cette expérience politique, c'est très intéressant parce que, en l'occurrence, Al-Khattabi, Abdelkrim, fonde un État moderne au début des années 1920 au Maroc face aux puissances coloniales qui l'entourent, c'est-à-dire à la fois l'Espagne et la France. Un État moderne, une république, la République du Rif, avec ses institutions, son administration, qui va résister à ces puissances coloniales quelques années avant d'être écrasée par les 160 000 hommes de Pétain envoyés depuis Paris. Alors, il est aussi question des horreurs accomplies sous la houlette, si l'on peut dire, du roi belge Léopold II au Congo. On en a déjà parlé, bien entendu, sur TV5 Monde. Et il y a aussi le premier génocide de l'histoire qui a été commis en Afrique. Oui, alors en Namibie, enfin dans le sud-ouest africain, colonie allemande, donc en ce début de 19e siècle, en 1904 exactement, au moment où les troupes commandées par von Trotha vont décider de déplacer, de transporter, de chasser en fait par la force et la contrainte ces populations Herero mais aussi Namas et les diriger vers une mort certaine, notamment en les envoyant vers le désert sans aucune ressource pour se nourrir ou pour tout simplement trouver de l'eau, mais aussi en tuant, en assassinant un certain nombre de Herero et de Namas. Et donc on a là le premier génocide du XXe siècle en 1904, avec quelques liens ensuite avec ce qui va se passer plus tard dans l'entre-deux-guerres en Allemagne, puisque certaines expérimentations scientifiques seront menées par des médecins allemands dans les camps de détention de ces Namas, qui vont inspirer ensuite plus tard quelques médecins nazis. Qu'est-ce que ça apporte pour vous, l'historien, d'inverser le point de vue? Comment ressortez-vous de cette expérience? C'est très important parce que la première chose, c'est de ne pas considérer les populations colonisées soit comme des agents au service des colonisateurs, d'un côté, ou bien comme des victimes passives de la domination coloniale. Ce qui est important pour nous, c'est de restituer leur capacité d'action qui a été réelle et de montrer le rôle effectif de ces populations colonisées, y compris dans leur propre libération. Alors, juste quelques mots, vous avez 40 secondes, parce que c'est dithyrambique, les critiques. Il y a quand même des voix dissonantes. L'historienne Françoise Vergès, vous avez dû lire peut-être sa page Facebook, il y a quelques jours, elle vous reproche au fond de confondre les luttes d'indépendance et la décolonisation au sens large. Elle dit que vous confondez en fait une étape de l'histoire avec l'ensemble de l'histoire. Que répondez-vous? Alors précisément, je n'ai pas lu ce texte de Françoise Vergès, il faudrait que je le lise avant de pouvoir y répondre. En tous les cas, donc, je peux vous répondre à vous. Précisément, notre documentaire porte sur les décolonisations et pas sur les indépendances. C'est pourquoi cette décolonisation constitue un processus de longue durée. Qui continue d'ailleurs. Qui peut continuer, puisque en réalité, les indépendances n'ont pas été synonymes dans certains pays, notamment d'Afrique subsaharienne, d'autonomie politique et de décolonisation économique. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Pierre Saint-Gavellou, pour parler de décolonisation au pluriel, à voir encore jusqu'au mois de mars sur arte.tv. Merci à vous. Merci à vous.